Bonjour, bienvenue sur la ligne, le podcast Champ Gauche du Cannes Football Club qui s'intéresse aux deux côtés du football et du soccer, celui des tribunes, des enjeux et celui du terrain. Nous parlerons aujourd'hui de football en Afrique et de football africain. Le continent est une terre de football qui a enfanté de merveilleux artistes. Pour nous parler de football et Afrique, j'ai invité un de ses plus éminents spécialistes, Sega Diallo, journaliste et producteur d'émissions football comme Football Factory à la télévision guinéenne. Tu participes régulièrement à l'émission Radio Foot International sur RFI, Radio France Internationale, une émission qui traite de l'actualité du football avec un intérêt particulier pour le foot africain et un prisme souvent africain. Comment vas-tu, Sega? Très bien, très bien. C'est un plaisir d'être avec toi dans cette émission, une première que j'espère euh, qui va satisfaire les auditeurs de cette émission. J'en suis sûr, ils seront aussi ravis que moi de t'entendre. On va commencer par le début. Comment ton histoire d'amour avec le ballon rond a commencé? En fait, je suis ce qu'on appelle les recalés. Parmi les recalés, je suis un passionné de foot. Tout jeune, j'ai ambitionné de devenir footballeur. Et pour la petite histoire, quand je jouais au foot, on m'appelait en mon petit nom, puisqu'en Afrique, chacun a un petit nom. Moi, je portais le nom de Zinedine Zidane. Voilà, je suis un passionné, mais les contraintes scolaires, la famille, les pressions ont fait que j'ai pas pu aller au bout d'une façon sur le terrain, mais en dehors du terrain, je continue à vivre cette passion en essayant de couvrir l'actualité du foot et de vivre pleinement de cette activité. Donc quelque part, oui, j'ai pas fait une carrière de footballeur, mais je vis le football et je suis l'actualité du football comme si j'étais sur le terrain. On t'a appelé Zinedine Zidane plutôt pour le coup de boule ou pour les roulettes? Plutôt pour les coups francs, parce que j'aimais bien Ah, les coups francs. ces coups francs bien placés, bien D'accord. sentis. Zidane, c'est un artiste complet, c'est un footballeur, des tout meilleurs pour moi, parce que il a une expression corporelle avec le ballon qui séduit et qui apaise. Quand je regarde le football, j'adore cet aspect-là, cet aspect d'harmonie entre le corps de l'athlète en mouvement et ce ballon qui est un peu rebelle, parce que quand on a joué au foot, on sait que maîtriser un ballon, maîtriser un geste technique n'est pas une chose aisée, mais évidemment, pour certains, c'est un don, et Zidane fait partie de ceux qui ont ce don de faire parler le ballon, comme d'autres footballeurs, bien entendu. Ah, c'est joli faire parler le ballon. Ça me plaît beaucoup. Justement, on va parler de la passion de l'Afrique pour le foot. Comment est-ce que toi tu peux la définir? Est-ce que le foot c'est une religion? Est-ce que c'est le, comment tu Je ne sais définirais pas, ça? je ne sais pas, je le disais la dernière fois à un homme politique guinéen, que pour moi, et de mon point de vue, le football est la chose la plus importante pour mes compatriotes. Parce que en Guinée, en Afrique en général, tout est sujet à discussion, chacun a son camp, a sa perception des choses, on discute, on mène, on mène les choses, et puis on se dit, bon, écoutez, euh, voilà, on n'est pas d'accord, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, mais sur le foot, sur le Sili national, tous les Guinéens sont unanimes, ils sont motivés, ils soutiennent, ils sont à fond dedans, et donc oui, c'est quelque chose qui est particulier, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est une passion commune pour l'ensemble des peuples africains, et je pense que d'un point de vue sociologique, il faudra mener des études là sur cette question parce que c'est assez paradoxal. Il y a beaucoup d'Africains qui ne savent pas jouer au football, mais qui ne ratent pas un match de foot à la télé ou de la sélection parce que ils sont passionnés, ils se sentent, ils s'identifient par ces athlètes-là. Ça fouette leur fierté, leur orgueil. Et il y a des Africains qui pleurent quand leur équipe ne perd un match. J'en vois, et moi qui suis tous les jours dans les stades, je me dis, mais
si tu dois pleurer tous les jours, c'est compliqué, mais je comprends quelque part parce qu'il y a la passion derrière, il y a cette envie, il y a cette façon de s'identifier à cette personne. Quand on voit un compatriote jouer, on a un plaisir immense d'entendre que oui, il vient du même pays que vous, et pour certains, il vient de la même commune. Et donc, je pense que c'est en quelque sorte cette identification, cette représentativité qui fait que chacun se sent un peu représenté sur le terrain et qui donc vit cette passion-là de manière intense à chaque fois. Et ça fait que le football est très présent dans nos vies et même un peu trop, à mon sens, parce que aujourd'hui, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, moi j'ai un phénomène qui se développe en Guinée. Que j'essaie de sensibiliser les gens là-dessus. Les équipes de foot s'entraînent les matins et les jeunes qui vont à l'école ont le choix entre partir à l'école et aller au terrain de foot. Ça, c'est quelque chose qui est un peu dramatique puisque il faut que les jeunes aillent à l'école pour pouvoir acquérir des connaissances et pouvoir vivre parce qu'il n'y a aucune certitude autour du foot. Demain, la carrière peut s'arrêter sur une blessure, mais quand on a un métier, on peut continuer, voilà, à vivre autrement. Moi, j'ai pas été sur le terrain, mais je vis de ma passion du foot à travers le journalisme. Donc, oui, les Africains sont hyper passionnés par le foot. On ne l'explique pas. Peut-être que d'autres ont des réponses, mais moi, je ne me l'explique pas parce que on n'est pas forcément euh, euh, ceux qui ont le plus pratiqué le football, parce que c'est une discipline qui est quand même assez récente quand on prend les choses, mais ici la passion elle est un peu contagieuse, quoi. Justement, moi je voudrais aussi faire un témoignage. Donc moi j'habite en France et c'est vrai que si tu veux adresser la parole, enfin quand tu adresses la parole à un Africain, si tu veux parler avec un Africain, si tu veux lui adresser la parole, si tu veux mener une conversation, le plus simple et le truc automatique, c'est de lui parler de football parce que c'est un sujet qui à 90% ou 98% plutôt va l'intéresser. Et ça c'est quelque chose qui est toujours assez étonnant et finalement qu'il soit d'un pays ou d'un autre, eh bien il aime toujours le football, il va toujours être content si toi tu connais un joueur qui vient de ton pays ou un petit peu de l'histoire de sa sélection, c'est vrai. Moi justement, tu m'as dit qu'on joue au football ou pas, ça intéresse. Mais alors qui joue au football en Afrique? Les jeunes sont férus de foot. On joue à l'école, on joue dans la rue, on bloque la circulation parce qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures comme dans des pays comme la France. Donc on joue partout. On utilise les ballons quand on peut, mais quand on ne peut pas, on peut attacher du papier, ça c'est à l'école, du plastique un peu en dehors de. Voilà, maintenant de plus en plus les ballons sont accessibles, donc on joue toutes les occasions sont bonnes. Après une récolte au village, voilà, en rentrant du champ, on s'arrête, on improvise un match à deux, à quatre, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très fort, qui est très présent un peu partout sur le continent. Maintenant, on espère que on va un peu essayer de formaliser les choses, de structurer un peu cette pratique du football, puisque on sait que la passion, elle est là, elle peut porter, mais la passion seule ne suffit pas. Il faut un peu plus d'infrastructures et de structures pour que les jeunes puissent se développer sans se régner, parce que moi je suis pour qu'on laisse, je suis un puriste du football, je suis pour qu'on laisse les jeunes exprimer leur propre talent. Et après, quitte à faire de petits aménagements une fois qu'ils seront sur d'autres cieux, mais qu'on les laisse développer leur talent naturel en Afrique pour exprimer leur passion du foot. D'accord. Justement, tu as parlé tout à l'heure de quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est le stade. Tu m'as dit que tu fréquentais beaucoup les stades. Donc, comment est-ce que ça se passe quand on va au stade en Afrique? Est-ce qu'on y va en avance? Est-ce qu'on y va au dernier moment? Est-ce qu'on y mange? Est-ce qu'on y boit? Est-ce qu'on y... Voilà. Les stades sont, je dirais, un endroit où on va beaucoup plus tôt qu'en Europe. Pourquoi on y va beaucoup plus tôt? Parce qu'en général, les infrastructures ne suffisent pas pour accueillir tout le monde.
Par exemple, quand le Sili national accueillait la Côte d'Ivoire ici, à Conakry, le stade a été ouvert à 11 heures du matin. À 11 heures déjà, certains avaient été déjà positionnés parce que le stade, l'actuel stade dans lequel l'équipe nationale joue est un stade de 16 000 places. Donc, vous imaginez 16 000 places pour une ville de 2-3 millions de personnes, c'est largement insuffisant. Donc, les gens viennent déjà pour avoir les tickets. C'est compliqué, les accès. Donc, on vient beaucoup plus tôt et donc ça fait qu'il y a beaucoup de bouchons et ceux qui traînent, ils arrivent pratiquement pas à accéder au stade parce que les environs du stade ont beaucoup plus de monde que l'intérieur du stade. Le stade étant de 16 000, voilà, mais autour, vous pouvez remarquer qu'il y a entre 20 et 30 000 personnes qui cherchent à entrer dans le stade. Donc, on y va plutôt, on essaye de s'alimenter comme on peut. Il y a certains endroits du stade où on a de la boisson, des petits snacks, des sandwichs, et puis de la bouffe locale, des gâteaux euh, et des spécialités locales. Mais c'est vrai qu'on prend le risque, c'est-à-dire que soit on mange une bonne fois et on entre dans le stade, on se concentre jusqu'à la fin, ou soit on prend le risque de sortir pour aller manger et de plus retrouver sa place parce que entre-temps, l'affluence faisant, on n'a plus la possibilité de retrouver cette place qu'on avait. D'accord. Maintenant, oui, du côté de l'ambiance, elle est infernale. Vous pouvez voir les images, ça chante, ça danse, voilà. Mais ça peut virer rapidement au scandale puisque il suffit d'un mauvais jugement de l'arbitre pour que ça parte en vrille parce que les gens sont passionnés. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez intense et d'assez fort. C'est vivre un match de football en Afrique, en Guinée en particulier, c'est quelque chose d'assez spécial, parce que on chante l'hymne national à tue-tête, on célèbre les buts et on s'énerve sur la moindre erreur de l'arbitre ou une faute non sifflée. Donc c'est quelque chose d'assez bruyant, mais d'assez fantastique à vivre. J'espère qu'un jour euh, cette ambiance-là, tu vas le vivre toi-même ici à Conakry ou J'en dans un meurs stade d'envie, hein. africain. Franchement, là, j'ai envie d'embarquer. J'ai vraiment envie d'embarquer. Et c'est vrai que tu m'as rappelé des vieux souvenirs. Moi, l'Afrique, je connais pas, mais je connais l'Afrique. Je connais l'Afrique du Nord, le Maghreb, je suis dans des stades au Maroc. Hum, Et c'est vrai que c'est aussi le souvenir que j'ai. C'est hum, des vendeurs ambulants voilà, qui vendent différentes petites hum, choses. Ils ont réussi à rentrer dans le stade, on sait pas trop comment. Et voilà. Et là, évidemment, ils ont 10 000, 20 000, 30 000 clients potentiels et ils vont leur vendre des cigarettes, des chewing-gums. Voilà, comme tu dis, un beignet, un petit sandwich, des gâteaux. Alors quand c'est ça se ça, c'est passe bien, exactement ça. donc évidemment on crie, on chante, on est heureux. Mais si le match, si ton équipe ne joue pas bien, alors qu'est-ce qui se passe? C'est des démonstrations d'humeur négative. Ça siffle, ça insulte, et on peut être très 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 dur vis-à-vis d'un joueur qui n'est pas au niveau, d'un entraîneur qui a fait un choix qu'il n'accepte pas. C'est vraiment très très virulent, c'est très intense, et voilà, rapidement les forces de l'ordre sont obligées d'intervenir parce que la moindre petite situation peut causer des tensions extrêmes. Et donc, ça fait que, voilà, euh, il y a, il y a, il y a une ambiance électrique dans le stade, et en termes d'ambiance positive et en termes d'ambiance négative, parce que les injures, les jurons, vous les entendez, voilà, à tout va. Et c'est aussi ça la beauté du truc, c'est parce que on vit tellement intensement qu'on ne fait pas attention à ce qui sort et on l'exprime tout de suite. Dès qu'une idée vient, elle sort, et parfois c'est assez spécial. J'imagine, j'imagine.
Je vais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que finalement maintenant il y avait beaucoup de jeunes qui avaient un choix à faire. C'était le matin, c'était ou aller à l'école ou s'entraîner parce que les entraînements ont lieu le matin. Comment ça se passe aujourd'hui pour un jeune Guinéen qui veut réussir dans le football? Donc je suppose qu'au début il va s'entraîner il va jouer avec ses copains et, euh, et après qu'est-ce qui se passe? En fait, le jeune Guinéen, il joue au football plutôt par passion. Plutôt par passion parce que il s'identifie déjà à des aînés qui sont passés, qui ont joué professionnel, ce qu'on appelle les pros. Il a envie d'être pro, mais en réalité, il joue avec ses copains. Il a envie d'être meilleur à ses copains. Quand il joue au foot, pendant le match, il pense à l'après-match parce qu'après, on débriefe, on se chambre, et c'est surtout ça qui les forge. Après, le passage entre l'amateur et le professionnel, ça se joue plutôt à l'envie. Parce que si c'est le talent, beaucoup en ont. Beaucoup arrivent à dribbler, à frapper, à marquer de jolis buts. Maintenant, s'imposer une certaine rigueur, c'est assez compliqué. Et c'est là où les jeunes Guinéens ont encore une marge de progression, parce que vous pouvez voir un garçon, il a plein de talent, plein de potentiel, mais dans son cheminement, vous le perdez de vue parce que il ne sait pas s'imposer une certaine rigueur. Il ne s'impose pas une organisation, ou en tout cas des principes qui puissent lui permettre d'avancer, de progresser assez rapidement. Et au niveau de l'encadrement, on n'insiste pas trop sur un joueur qui, même s'il a le potentiel et qu'il est en difficulté, bah, il peut se perdre en cours de route. On cherche quelqu'un d'autre pour le remplacer. Il n'y a pas un accompagnement. On ne sent pas les choses. Naby Keita, aujourd'hui, il est à Liverpool, il joue là, mais il a commencé à l'informel. Son entraîneur, si vous le demandez aujourd'hui, il aurait jamais imaginé qu'il aurait pu être professionnel. Parce qu'il était petit, il driblait bien. À un moment, on te dira, oui, mais tout le monde dribble ici. Tout le monde fait des petits ponts. Après, c'est sur l'envie, c'est de se dire, oui, je vais y arriver, mais comment y arriver, être bien entouré, et ça, c'est pas évident. Ça se voit dans les petites catégories. Vous voyez les jeunes, ils font un bon tournoi, et puis tout d'un coup, il y a les grosses écuries du pays qui veulent l'attirer. Au bout d'un an, deux, on n'entend plus parler de ces jeunes-là, parce que derrière, euh, la passion, la flamme qu'il avait à être au quartier avec ses amis, à être dans son petit club informel où il s'entraînait quand il le voulait pour se faire plaisir, avec très peu de contraintes, à laisser place à ce semi-professionnalisme qui est contraignant, avec des heures d'entraînement, avec de la concurrence au niveau des matchs et tout ça. Donc oui, c'est vrai que les jeunes ont et doivent progresser à ce niveau-là, mais aussi les structures doivent être un peu plus regardantes, un peu plus attentives au potentiel, aux difficultés des jeunes, essayer de les accompagner, de les conseiller et de les structurer, parce que c'est beaucoup de jeunes qui ne sont pas structurés, qui viennent. Malheureusement, le football professionnel, il ne suffit pas de regarder les autres à la télé et de se dire je veux le devenir. Il faut mettre un mécanisme en place, essayer d'arriver. Et aujourd'hui, en Afrique, très peu de pays ont ces mécanismes-là en place. La Guinée, ça commence à venir, mais c'est très peu et c'est encore très embryonnaire. Mais justement, aujourd'hui, qui c'est qui forme les futurs professionnels, les futurs, enfin les meilleurs? C'est plutôt des clubs ou c'est des académies comme on peut en entendre parler Mais en fait, il y a un problème, il y a une injustice en Afrique. Les joueurs, les meilleurs que vous voyez là, ils viennent tous de petites structures. En fait, les académies vont pomper sur les clubs informels en se disant ouais, nous on est structuré, on participe à des tournois, viens chez nous. Et ensuite les clubs viennent prendre chez les académies en disant bon, nous on va le faire progresser, il va jouer un championnat. Voilà, donc c'est un ensemble. Il y a une chaîne qui est en train de se former, mais c'est pas une chaîne de valeur, parce que euh, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas vraiment le joueur, quand il quitte son club informel,
c'est pas avec l'accord de ces encadreurs, parce que ceux-ci ont l'impression de perdre leur meilleur élément et qu'ils savent que derrière, le système ne les prendra pas en compte. Quand ils quittent les académies, en général, bon, voilà, il y a c'est des frictions. Le joueur arrête de venir aux entraînements parce que il y a un club de l'élite qui s'intéresse à lui, il reste chez lui, et donc l'académie. Voilà, c'est pas un mécanisme très huilé, mais c'est beaucoup plus naturellement que les jeunes, naturellement, je vais dire, par le niveau le plus bas, qu'ils sortent. Ensuite, les académies essaient de récupérer un certain nombre d'entre eux qui ont déjà un potentiel pour corriger les quelques lacunes, et puis les clubs récupèrent ça. Et derrière tout ça, il y a une certaine injustice parce que, au final, c'est les clubs de l'élite qui reçoivent les indemnités de formation, des choses comme ça, des petits avantages qui peuvent permettre aux structures plus jeunes ou moins établies de se renforcer, de progresser. Voilà. Mais c'est pour l'instant ce mécanisme-là qui existe. On peut avoir un exemple, cette académie qui a formé François Kamanou, l'Académie Sainte-Marie. C'est un club qui existe parce qu'il y a une école qui a des infrastructures vraiment très très rudimentaires, parce que le terrain, c'est un terrain en terre battue avec plein de cailloux et tout ça. Mais c'est l'école catholique de la Sainte-Marie qui a donné cette possibilité-là. Et donc, il y a des jeunes qui sont sortis là, qui progressent, qui jouent. Aujourd'hui, François joue à Bordeaux, demain peut-être à Atlético de Madrid. Mais dans la chaîne, je pense pas que celui qui l'a formé au départ ou ce petit club dont il vient a grand-chose à gagner dans ces transferts. C'est ça un peu l'injustice, et c'est ça qui fait que le système il n'arrive pas à se structurer et à fonctionner. Maintenant, bon, c'est aussi ça le football et la mondialisation à ce niveau-là. On essaye d'avoir une certaine justice en reversant des frais, mais on prend en compte le dernier nom avant d'arriver à l'étape du professionnalisme, ou en tout cas le premier nom au niveau du professionnalisme. Ça fait que certains dans la chaîne ne sont pas pris en compte. Ouais, je comprends bien. Donc on sait évidemment qu'il y a des joueurs africains qui jouent dans pratiquement tous les championnats du monde. Oui, tous les championnats du monde, en Europe, en Amérique du Nord, beaucoup en Asie. Et mais toi, est-ce que tu penses que finalement, puisqu'on est beaucoup écouté nous en Amérique du Nord, est-ce que tu penses que la MLS, les États-Unis, le Canada, ça peut être une bonne solution pour des Africains? Oui, c'est une solution qui peut être assez intéressante, puisque d'un point de vue, il y a beaucoup de parents africains qui aiment alterner ou allier les deux, la pratique du sport et la formation professionnelle ou l'éducation. Je pense que l'Amérique et le MLS a cet avantage-là. Maintenant, pour l'instant, je pense que c'est un championnat qui est très méconnu au niveau de l'Afrique. C'est vrai que le passage de Drogba et l'actuelle signature de deux de nos internationaux, je parle de Florentin Pogba et de Las Bangoura au niveau de la MLS, donne un peu plus de visibilité à ce championnat. Mais c'est un championnat qui peut être un tremplin parce que il est réputé moins prestigieux que ceux européens comme l'Angleterre ou l'Espagne ou un certain nombre de championnats, mais où on peut se faire un nom et espérer assez rapidement intégrer des écuries beaucoup plus importantes. Maintenant, au niveau des revenus et au niveau du système de cooptage, je ne maîtrise pas tout, mais je pense que voilà, les joueurs africains peuvent être d'un appui intéressant pour ce championnat-là, parce que en termes de salaire, ils peuvent combler un certain nombre de gaps, puisque aux États-Unis, dans ce championnat, il y a un système qui est un peu particulier, et donc oui, il y a des potentiels, et puis après il faudra voir comment la MLS, les techniciens dans ce championnat perçoivent la qualité des joueurs africains. Est-ce qu'ils trouvent que oui, ils ont
un potentiel intéressant pour pouvoir apporter techniquement et apporter un peu d'inattendu, de surprise dans leur schéma, ou est-ce que pour eux c'est un handicap d'avoir des joueurs africains parce que pas très tactiques au départ, pas très préparés mentalement à supporter un certain nombre de choses? Oui, c'est une question, mais c'est évidemment une des futures destinations pour beaucoup de joueurs africains. Et la preuve est que avant ces joueurs que j'ai cités là, certains étaient déjà dans ce championnat et de plus en plus de jeunes y partent un peu plus tôt. Évidemment, et c'est vrai que mon ami Mathieu Lemay du MLS Africa Plus, lui, il milite vraiment pour ça et il souhaiterait que, bien que les différents clubs MLS aient un regard un peu plus affûté sur l'Afrique et envoient un peu plus de scouts. Donc c'est vrai que moi aussi je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut que la MLS, voilà, sache que en Afrique il y a beaucoup de très bons joueurs qui sont moins chers que les joueurs qu'on pourrait recruter en Amérique du Sud ou en Europe et qui sont sans doute beaucoup plus motivés. Parce que les joueurs africains, ils réussissent partout. Voilà, même dans des championnats qui sont très lointains, très difficiles, et surtout très souvent dans des championnats où ils ont des conditions de vie qui le sont. Voilà. Tu sais que la Coupe du Monde commence bientôt, la Coupe du Monde féminine. Alors, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que le football féminin est vu en Afrique? Est-ce que les filles jouent aussi au foot? Oui, de plus en plus de filles jouent au foot, même si sociologiquement c'est un peu un problème. Hein. On est un peu dans l'injustice là également. On laisse plutôt son garçon aller jouer au foot et la fille, on lui dit ah non non non, ça c'est pour les garçons. Mais de plus en plus dans les écoles, euh, dans les structures spécialisées, des jeunes filles jouent. Euh, Évidemment, le football féminin n'est pas aussi structuré que le football masculin, mais ça c'est normal. Mais c'est une discipline qui est spectaculaire avec euh, un talent naturel chez certaines d'entre elles. Et je pense que même si la Guinée a du mal à recoller dans le top africain actuellement, puisque cette équipe a pris si ma mémoire est bonne, un retentissant 14-0 face au Cameroun lors des éliminatoires de la CAN, la dernière CAN. Donc oui, il y a de plus en plus un championnat annuel qui se joue ici à Conakry et des financements aussi des institutions du foot comme la FIFA et la CAF au bénéfice des équipes des équipes féminines, un accompagnement avec beaucoup de mécénat autour de ce football. En Guinée, c'est la maman de Mathias Pogba qui est la marraine du football féminin. Donc, elle est l'ambassadrice un peu nommée par la fédération pour faire la promotion du football féminin, pour la promotion, hein, pour expliquer un peu aux parents, hein, laisser les filles jouer au ballon. Si elles ont du potentiel, elles ont envie, laissez-les jouer. C'est important que l'on donne les mêmes chances aux hommes et aux filles. Exact. Eh bien justement, c'est vrai que le Cameroun, tu en as parlé, c'est l'une des meilleures équipes africaines et le Cameroun est dans le même groupe que le Canada. Et c'est vrai qu'on espère que les Camerounaises feront quand même une belle Coupe du Monde. Moi, je te remercie vraiment, ces gars. Avant de nous quitter, je voudrais juste rappeler à tout le monde d'aller que la CAN commence bientôt, que le podcast MLS Africa Plus de Mathieu Lemay est en ligne, qu'il reçoit Patrick Julliard et mon copain Terence, mon copain Patrick Julliard aussi d'ailleurs. Merci encore ces gars, tu as été passionnant. On a ressenti la chaleur de l'Afrique, l'amour du football des Africains. Surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le podcast, à rebondir dessus, les mots ça fait pas mal. Pour cela, mon Twitter, Monsieur Foot de Foot, MRFOOTDEFOOT. Vous pouvez aussi évidemment interagir avec mon invité, Sega Diallo, son A commercial, @SEGADIALLO. Merci au Can Football Club d'accueillir le podcast. Abonnez-vous au podcast qui sont disponibles sur les plateformes. Abonnez-vous aussi au compte Twitter du Can Football Club. Il vous renseignera sur l'actualité des podcasts et du football. N'oubliez pas de vous abonner à tous les podcasts. Pour conclure, et parce que c'est tradition, j'embrasse mon fils Adrien. Merci encore ces gars pour le temps que tu nous as accordé et la passion que tu nous as fait transpirer.
À bientôt. Merci Alex et à bientôt. Merci beaucoup.